ce n'est pas tous les jours, cher docteur, qu'on reçoit quelqu'un comme vous. Quand je vous vois, quand je connais votre parcours, je pense à ces grands personnages de la Renaissance. Léonard de Vinci, Ambroise Paré, etc. Pourquoi? Parce que vous avez été diplômé de l'école de médecine en Union soviétique. Vous avez enseigné et pratiqué la médecine en Algérie. Vous avez fait une formation médicale en Chine et vous êtes arrivé en France après. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la conversation, mais quand je vous vois, et c'est pourquoi il est important qu'on parle de vous, malgré la modestie que vous pourriez avoir, c'est qu'en vous, c'est un petit peu le rêve d'Alexandre le Grand qui se reconstitue avec les grands noms de la médecine, d'Hippocrate et de Galien. On est à la fois dans la médecine orientale, la médecine occidentale, et je crois que c'est vous qui avez trouvé ce mot, la médecine pluridisciplinaire. Pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel? Je suis le docteur Fadil Al-Moussaoui. Mon travail, c'était de suivre la médecine. Après avoir fait la médecine en Russie, je commence par travailler en France. La France est un pays très riche par des connaissances et c'est pour ça que je reste si longtemps en France. C'est difficile pour vous le français parce que votre langue maternelle c'est l'arabe, ensuite le russe et bien sûr c'est après qu'il y a l'anglais dans lequel vous avez fait vos études aussi en Irak, arabe et anglais. Je suis polyglotte et j'aime ça. Mes enfants également pareil. Tous, ils sont polyglottes comme moi. Oui, parce que en fait, c'est dès le début. Vos études classiques jusqu'au bac en Irak, c'était à la fois en arabe et en anglais, déjà dès le début. Oui, exactement ça. Et ça n'a pas été trop dur de faire, quand on est arabophone et anglophone, de faire des études de médecine en russe chez les Russes? Le russe, les langues russes et le peuple russe, elles sont très gentilles, très simples et elles expliquent bien leur langue. Et c'est pour ça que j'ai appris rapidement le russe. Moi, je suis ravi d'être russe, comme je suis ravi d'être français. Si on peut synthétiser, quelles sont les ressemblances, les différences, les avantages et les inconvénients, par exemple, de la médecine russe, chinoise et française? Le russe et le français, ils sont un petit peu l'un à côté de l'autre. Mais le chinois, c'est quelque chose à part. Je suis très limité par le langage chinois parce que j'avais une fille qui est spécialisée pour me guider linguistiquement. J'ai fait les sciences chinoises. Et qu'est-ce que vous avez pratiqué ou appris dans la médecine chinoise? J'ai appris beaucoup de choses. Le problème ici en France, c'est qu'elle se croit supérieure aux autres. C'est français, oui, cocorico. C'est ouais. français. J'ai pas aimé d'apprendre la médecine chinoise ici en France. J'ai pris l'avion à Paris pour Pékin. J'ai posé la question, il y a une sacrée différence entre en Chine et en France. Vous avez étudié un petit peu l'acupuncture ou d'autres choses comme ça? L'acupuncture avec laquelle ils vivent les Chinois. Oui. Voilà. C'est l'histoire du yin et du yang, ou du plus ou du Le moins, non? yin, le yang et le reste. Et la façon avec laquelle on plante l'aiguille. Oui. Parce que là-bas, en France, ils nous donnent des choses et le chinois, elle nous donne autre chose. Ah oui, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait étudier, je sais pas, la cuisine italienne, qui va dans les fourneaux à Milan. Voilà. C'est quand même plus facile d'étudier et mieux d'étudier à Pékin. Et donc c'est ce que vous avez fait. Donc formé en Russie par un diplôme et avec un diplôme de médecine que vous avez obtenu en Russie, vous êtes allé vous former en chinois directement, à la source. Est-ce que vous avez pratiqué la maxi-combustion? Alors comment ça s'appelle? Le moxibustion. Oui, moxibustion. Le moxibustion, c'est un produit, c'est exactement fait comme le cigare. Mais c'est pas du tabac. C'est pas de tabac, c'est des produits pour augmenter le tonus des yang.
lorsqu'elle est faible. Le yang, c'est le positif, je crois, le yang. Le yang, Oui. c'est le positif. D'accord? Et donc, lorsqu'on voudrait tonifier quelqu'un quand elle est vraiment fatiguée, on met à côté de points d'acupuncture. Plusieurs types de plantes. Ça dépend de la maladie. Mais on n'entend jamais parler de ça en France. Parce que ça demande beaucoup de temps et ça fait peur aux patients. Quel est le meilleur souvenir médical pour vous? Je soigne plein de monde. Je soigne plein de femmes, plein d'enfants, en Algérie, en France et partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant eu ce terreau, cette matière de personnes de plusieurs origines, en Russie, en Algérie, en France, en Chine, c'est vrai que, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça élargit quand même la conscience de l'examen de la chose. Ce n'est pas toujours le même patient français de la même région qui a toujours les mêmes maladies. C'est peut-être ça qui vous a ouvert un petit peu l'esprit, qui vous a donné tous ces succès. Je pense. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez célèbre aussi parce que vous avez fait des études de pédiatrie à un très grand hôpital qui est à Tours, je crois, qui s'appelle l'hôpital Clocheville, c'est vrai? Oui, oui. C'est la première fois, lorsque j'ai atterri en France, je suis allé d'abord apprendre le français à Tours, dans un institut de... Oui, à Tours. C'est là qu'on parle avec le meilleur accent, disons. Le meilleur français, Voilà, c'est la un région bon, de Tours. Oui. un bon Prononciation. prononciation. Oui, oui. Et donc, pour rester à Tours, j'étais inscrit en tant qu'étudiant en pédiatrie. Non seulement vous avez étudié la pédiatrie à ce célèbre hôpital de Clocheville, à Tours, mais en plus, je crois que vous avez décroché un poste en pédiatrie en plus. Au début, j'ai pris pendant 1 an à Clocheville, l'hôpital Clocheville. Et après, parce qu'à Clocheville, elle ne me donne pas de la vie, j'étais obligé d'aller ailleurs Oui. pour avoir ce qu'on appelle FFI, c'est-à-dire Faits en fonction d'interne. Faits en fonction d'interne. Et là, j'ai arrivé à avoir le Faits en fonction d'interne et contrepartie, il me donne un petit peu d'argent pour vivre à Châteauroux. Ah d'accord, d'accord, à l'hôpital de Châteauroux. D'accord, Voilà. d'accord. En tant qu'un faisant fonction Faits en d'externe. fonction d'interne. D'accord. Et après Châteauroux, je suis allé à Chazal-Benoît. Après Chazal-Benoît, c'est aussi C'est un hôpital chez Albenois, hein, qui oui, est connu. Oui. Chazal-Benoît. Oui. Aîné-les-Châteaux. D'accord. Ah oui, Aîné-le-Château, d'accord. Aîné-les-Châteaux. Oui, oui. Mais c'est un hôpital psychiatrique, là. Donc vous avez exercé aussi la psychiatrie. Oui. Encore un domaine dans lequel Oui, vous avez travaillé. Oui. À l'hôpital Sainte-Anne, parce que j'aime beaucoup la psychiatrie, moi. Et donc, je restais à Sainte-Anne pendant 1 an. J'ai obtenu l'équivalence de mon diplôme russe avec le diplôme français. J'ai obtenu avec 4 professeurs à l'hôpital de Petit-Salpêtrière. Je parlais et français et anglais et ils l'ont accepté et ils m'ont donné tout de suite. Après avoir fait un diplôme en langue russe de médecine chez les Russes, vous avez défendu votre diplôme de médecine en anglais en France. Bah oui. Non, parce que quand on voit que les Français n'arrivent pas souvent à écrire le français et qu'ils arrivent juste à balbutier une toute petite langue étrangère, ça explique sans doute, à mon avis, votre parcours, votre curiosité intellectuelle, vos passions. Vous savez que le maréchal Lyautey disait « Rien de grand ne se fait sans passion ». Et de notre côté, quand on voit ce que vous avez, quel a été le moteur chez vous? Parce que je crois que vous étiez d'une fratrie issue d'une classe moyenne, mais je crois que c'est votre père que vous avez perdu quand vous étiez petit. Mon père, il est mort quand j'avais 9 ans. Et oui, vous êtes senti un petit peu... Ma mère, elle est décédée quand j'avais 50 ans. D'accord, d'accord. Alors, d'après les informations que j'ai eues, c'est quand vous étiez enfant, alors, pardon pour votre pudeur, hein, si on dit ça, mais vous aimiez beaucoup aider les gens. Et est-ce que c'est pas ça qui vous a amené à vouloir
aider les gens dans un domaine, on le voit à l'époque actuelle. Le domaine le plus important, c'est quand même le domaine de la santé, docteur. J'ai aidé beaucoup les gens qui n'ont pas d'argent et pas de moyens de vivre. Et ils savent bien, même de Paris à Aïn-le-Château ou bien à Bourges, ils sont venus me voir pour l'aide. Alors, docteur, pardon, mais vous êtes né en 1941, vous avez 80 ans. Oui, Donc vous avez des dizaines d'années d'exercice. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre votre retraite et couler des jours heureux? j'aime pas honnêtement, j'aime pas rester sans travailler. J'aime la médecine. Si je ne fais pas la médecine, je deviens fou. Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les gens pleuraient et venaient vous voir en disant de ne pas arrêter parce qu'ils avaient besoin de vous. Et même tout le temps. Tout le temps. Et dans votre exercice de médecin, vous pratiquiez à la fois un petit peu de... Alors, c'est bête comme question, excusez-moi, mais un petit peu de médecine russe, un petit peu de médecine chinoise, un petit peu de médecine classique Figurez-vous, j'ai beaucoup de clientèle russe Ah à oui, Bourges, là où je travaille. d'accord, Il y a beaucoup de Russes ou bien russophones. d'accord. Il y a des gens qui sont réfugiés politiques, tout ça. Oui. Pas obligé qu'ils soient russes, mais ils sont russophones. Russophone, oui, bien sûr. Et elles viennent chez moi sans de bouche à oreille. C'est ça, c'est le meilleur. Voilà. D'accord. Donc, Et donc, ils ne voulaient pas que vous preniez la retraite. non, non. Mais D'accord. malheureusement, le CPAM des chers, elles sont très cruelles. Alors, le CPM, c'est la caisse primaire de l'assurance maladie. Parce que j'imagine, cher docteur, qu'avec tous les succès, parce que j'en ai entendu parler de vos succès médicaux, des choses que vous guérissiez, que les autres médecins n'arrivaient pas à guérir, ça ne fait pas forcément des amis, tout ça. Il y a peut-être de la jalousie vis-à-vis de vous. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je n'ai pas le droit de critiquer mes confrères. Je n'aime pas ça. Moi, je fais mon travail, puis c'est tout. Ça ne m'intéresse pas, les autres. Il y a quelque chose qu'on dit en Gascogne, c'est bien faire et laisser braire. C'est-à-dire, bon, je fais mon boulot, point. Je perds pas mon temps. D'accord. Et mon père me disait qu'il y avait des Occidentaux qui voulaient aller voir les cérémonies confidentielles des Africains. Les Africains prévenaient, s'il vient, il aura des problèmes. Et en fait, le gars avait des problèmes et aucun médecin occidental n'arrivait à savoir le problème. Et le féticheur, on ne disait pas le sorcier en Afrique, le féticheur disait, quand il sera sur le bateau du retour, avant qu'il parte, je viendrai et puis il sera guéri. Et sinon, il risquait de mourir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, soit du côté arabe, puisque vous avez exercé en Algérie, du côté soviétique, du côté chinois, un petit peu ces connaissances anciennes qui sont transmises soit par les facultés, soit par les gens? Oui, il y en a beaucoup. Oui. Ces traditions, par exemple en Chine ou en Russie ou dans les pays arabes, est-ce qu'il y avait un petit peu comme en Occident, ce qu'on appelait des remèdes de bonne femme? Bonne femme, en fait, ça ne s'écrit pas F-E-2-M-E. Ça vient du latin bonne fama, bonne réputation. Mais avec le chimique du XXe siècle, on a voulu mettre un côté péjoratif. Mais est-ce que dans ces pays où vous avez exercé et étudié, est-ce qu'il y avait ces transmissions de famille ou est-ce que c'était les médecins qui faisaient connaître? Comment ça se passait, ces transmissions de médecine naturelle, je dirais? Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Un jour, je suis parti voir un professeur. Et lui, il reçoit les gens pour faire le paranormal. Et donc, il est sorti de son bureau et il a frappé la porte loin de nous. Et puis, moi, j'étais caché avec... J'étais habillé pas comme maintenant. C'est-à-dire, les habits. Je voulais savoir comment elles fonctionnent. Oui, voilà, c'est ça. Mais, bon, alors, et lui, il balance la porte, le ballon, pour expliquer à ses patients comment guérir le problème. Oui, oui, oui. Et en fait, les gens, ils sont stupéfaits et ils parlent entre eux
Et il leur dit, mais vous vous rendez compte, moi j'étais voir le médecin, elle m'a rien fait, mais celui-là, elle m'a fait, mais elle a rien fait. Elle a absolument rien fait, mais elles sont guéries. Et il y en a qui parlent des diurétiques. Ah, oui, il y a aussi l'élément psychologique, l'élément placebo, etc. Ah oui, il y a des études qui sortent, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup d'études de neurosciences, américaines ou anglaises, ou enfin un peu partout, suédoises, sur les aspects psychologiques, la neuroscience. C'est un domaine que vous avez étudié aussi, je crois, les neurosciences, docteur. Un petit peu. D'accord, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que vous auriez à dire, avec toute la formation que vous avez, sur les maladies psychosomatiques? Difficile. Il y a beaucoup de maladies psychosomatiques, mais ici, ils n'ont pas compris du tout de la médecine psychosomatique. Moi, j'ai lu Le Point. Oui. L'hebdomadaire Et Le le Point. fils de Madame Simone Veil, Oui, Antoine Veil. elle a critiqué son fils. Ah oui. Elle a critiqué la médecine française de façon incroyable. Elle a dit que les médecins français ils sont nuls. Ben, vous savez que Et docteur, c'est marqué Oui. dans dans le journal Le Point, dans l'hebdomadaire Le Point. Et le médecin français, elle a dit qu'ils sont nuls. Oh là, c'est à quelle époque à peu près, il y a combien de temps? Il y a 5-6 ans. 5-6 ans, donc vers 2016, 2017, Voilà. d'accord. De toute façon, en médecine, à part les prescriptions habituelles, il n'y a rien d'autre. Comment vous appelez-vous? Depuis quand? Touc, Doliprane, et puis pcht, pcht, dans le nez, et c'est fini. Voilà. Pouvez-vous rebondir justement dans ce sens? Moi, j'étais dans une école militaire où on avait beaucoup de respect pour les anciens, et parmi mes anciens, il y avait le professeur Gounel de Pontanel, qui a été président de l'Académie de médecine. Donc, bon, moi je m'intéresse à la médecine depuis longtemps, je suis allé le voir, et il m'a dit, écoute mon petit, parce qu'il est évidemment bien plus âgé que moi, ça m'a estomaqué, mais je voudrais avoir votre avis, il m'a dit, la plupart des maladies guérissent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Gounel de Pontanel, nutritionniste à l'hôpital Foch et ancien président de l'Académie de médecine. On revient un petit peu sur le placebo et l'aspect psychosomatique. On n'en tient pas assez compte dans la médecine occidentale. Non, la médecine, si vous voulez, psychosomatique, ça existe beaucoup. Voilà. Et donc les gens, il y a beaucoup de gens qui achètent les livres et ils font ça, l'homéopathie, tiens. Oui. Les granules, tout ça, ils sont très contents, les gens, ils sont guéris. Et puis voilà, chacun son livre dans sa poche et ils vont acheter les livres et ils vont acheter les granules. Maintenant, les granules, l'homéopathique, elles ne sont plus remboursées. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que les gens, elles ne vont pas après. Ils ne vont pas les l'acheter. Oui, c'est pas vrai, ils vont acheter tout ça. D'accord. Voilà. Alors, moi j'avais vu une étude qui disait que dans les placebos, et ça rejoint un petit peu les propos du président de l'Académie de médecine Gounel de Pontanel, la plupart des maladies se guérissent d'elles-mêmes. Cette étude disait que quand il y avait un placebo, ça forçait l'organisme, alors je ne saurais pas très bien l'expliquer moi, hein, sans doute vous comprendrez, ça forçait l'organisme à mobiliser ses ressources, y compris psychologiques, enfin l'inverse de psychosomatique. C'est fort possible. Voilà, vous avez compris ce que je explique mal. C'est fort possible. Oui, donc en fait le placebo, paradoxalement, c'est pas ça qui agit, mais ça force l'organisme à réagir dans le sens de ce que disait le président de l'Académie. Voilà, vous dites pourquoi pas. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a un champ incroyable qui s'ouvre pour la médecine. Oui. Vous ne voudriez pas faire un livre là-dessus? Comment? Vous devriez faire un livre là-dessus avec l'expérience que vous avez. Ben ça va venir, ne vous inquiétez pas. J'en ai un en route. Très bien. Et est-ce que vous avez participé ou pourquoi vous ne participeriez pas à des colloques internationaux ou universitaires? Parce que tout le monde, avec la crise de la pandémie, tout le monde partout reconnaît qu'il y a quand même une faillite
de la médecine occidentale. Il y a des gens qui le pensaient depuis longtemps, mais là, vraiment, c'est une réalité. Voilà. Donc, par exemple, pour les traitements, alors je ne veux pas faire de l'exercice illégal de la médecine, je ne veux pas parler de la médecine. Bon, j'ai fait 2 années de médecine, mais je me suis intéressé à la phytothérapie avec le docteur Vanet, donc, mais ce n'est pas mon domaine quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des éléments naturels qui aident à lutter contre la maladie. Alors, au-delà de sur quoi je ne me prononcerai pas, l'ivermectine, l'azithromycine, etc., par exemple, la vitamine D, qui est à la fois qu'on peut prendre par voie buccale et aussi la vitamine D qu'on prend par le soleil. Il y a le zinc. Il y a des plantes, comme on dit, comme le tea tree, il y a le bicarbonate de soude, la vitamine C, etc. Et ça me fait arriver sur ce sujet. Moi, je connais personnellement un des disciples du prix Nobel de chimie, enfin c'est un double prix Nobel, qui s'appelle Linus Pauling, qui est américain, qui a eu le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de la paix. Alors vous voyez, cher docteur, ça rejoint un petit peu ce qu'on pense de vous, c'est-à-dire que vous avez eu une formation chez les Russes, chez les Chinois, chez les Français, exercée dans les pays arabes, et ça amène des jalousies parce qu'en plus, vous soignez vos clients qui sont guéris et après, ils pleurent quand vous dites que vous voulez faire la retraite. Bon, mais d'un autre côté, quand on voit comment se passent les résultats de la médecine actuelle, donc on se pose la question sur qu'est-ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut essayer de trouver des solutions pour, comme on disait tout à l'heure, essayer de rameuter à la fois dans le temps la médecine antique et la médecine actuelle, et dans l'espace, la médecine occidentale et la médecine orientale. Parce que vous ne voulez pas prendre la retraite, mais il serait bien que vous puissiez nous faire profiter de vos expériences et qu'on puisse écouter et lire ce que vous faites, ce que vous avez dit. Ça, c'est un problème de la médecine occidentale. Un Chinois, elle m'a dit « Bon Dieu ». Je lui ai demandé, quand j'étais en colère en Chine, j'ai demandé à le professeur chinois, il est vieux, je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passe dans le monde occidental. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, le monsieur, le vieux? Non. Elle m'a dit, les Occidentaux, ce sont des diables. Tiens, oula. Bon Dieu, bon Dieu. Elle m'a dit, les Occidentaux, ce sont les diables. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors, à ce propos, j'ai été très surpris. Bon, moi, j'ai fait une thèse de démographie historique. Démographie, on regarde les naissances, les mariages et les décès. Eh bien, vous savez qu'on peut faire dire aux chiffres et aux statistiques ce qu'on veut. Et on nous a fait croire longtemps que la médecine occidentale, c'était de grands progrès, c'était extraordinaire, et qu'ainsi, l'âge moyen de décès des gens était de tant d'années. Tandis qu'au Moyen-Âge, c'était de tant d'années. Sauf que, il y a quelque chose, c'est que la mortalité infantile, moins d'1 an, était très importante avant à cause des infections. Donc du coup, s'il y avait 10 enfants qui mouraient à 1 an et un monsieur qui vivait à 100 ans, ça faisait une moyenne d'âge de décès à 11 ans. Voyez. Donc si vous voulez, on a trafiqué les chiffres. Or, il y a de nouvelles études qui sont sorties pour montrer que, contrairement à ce qu'on pense par rapport aux statistiques, eh bien, l'âge moyen de décès, il n'augmente pas comme on pense. Alors d'avoir votre avis là-dessus, sur la longévité et les moyens de vivre vieux et en bonne santé. La longévité de l'enfant ou de l'adulte, c'est dû aux les relations amicales et l'amour. Ah oui, Il n'y a pas d'amour dans le monde occidental. c'est clair. L'amour, elle n'est pas visible. Ce qui compte, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui va tuer maintenant le monde occidental. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre. Vous voyez, le monde occidental, il sait faire les bombes. Les bombes, tu tournes la tête à gauche, à droite, et il n'y a que... Il parle que de bombes et de... Il faut, les Russes, elles veulent attaquer les autres. Et les autres, les Américains surtout, elles font que la guerre partout. Partout. Elles veulent faire la guerre partout.
par une personne interposée. Ce n'est pas eux qui le font. Voilà. Et donc, les accidentaux, bon Dieu, je vis chez les accidentaux, mais ça me fait mal au cœur que ces peuples agréables, jolis, elles vont tuer les siennes. Alors, comme vous disiez, au propos du profit, de l'argent, on a remarqué que les domaines où on gagne le plus d'argent, c'est la vente des armes, de la destruction, la drogue, la destruction, et les médicaments pharmaceutiques. Le médicament, oui. Voilà. Quel est votre avis sur les traitements? Est-ce que pour vous, un traitement médical, alors je pose mal la question, mais le traitement médical, c'est d'abord les médicaments ou aussi les médicaments ou en dernier lieu le médicament ou il y a d'autres choses? Quel est votre avis là-dessus, docteur? Les gens, ils sont différents. Différents. Ça veut dire une femme qui amène son gamin chez moi dans mon bureau. Oui. Si tu lui donnes autre chose que l'antibiotique, elle ne veut pas le prendre. Elle dit que non, donnez-moi l'antibiotique. Madame, mais la maladie, elle est virale. Et l'antibiotique, elle ne fait rien. Alors, elle dit tout le temps, docteur, je veux l'antibiotique parce que mon fils, elle aime ça. Et il guérit qu'avec ça. Il y a une autre personne, une autre famille, une autre éducation. Vous avez l'amené, docteur, moi je ne veux pas d'antibiotique. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Ah, moi je veux l'homéopathie. Ok, homéopathie. Qu'est-ce que vous voulez l'autre? D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. J'ai dit, est-ce que vous mangez des fruits? Ah non, docteur, j'aime pas ça. J'ai dit, si vous ne mangez pas ça, votre fils, elle va mourir. Elle va affaiblir l'antibiotique, l'orange et le citron, Ouais. et tout ça, ça lutte contre les antibiotiques. Pourquoi vous ne voulez pas? Ah bon? Ça fait comme ça, docteur? Je lui dis oui. C'est pas la peine d'acheter le médicament, achetez le fruit. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, vous rejoignez exactement ce que disaient les Grecs anciens. On est dans le voyage dans le temps, qui disaient on creuse sa tombe avec ses dents. Oui, c'est vrai. Et d'autre part, le docteur Valnet, qui est quand même un médecin connu, phytothérapeute, il a écrit un livre qui s'appelle « Se guérir avec les fruits et les légumes ». D'autre part, moi j'ai vu une étude il y a quelque temps, les Allemands faisaient de tristes expériences sur les gens, sur les prisonniers, en les faisant manger seulement de la viande et d'autres avec autre chose que de la viande. Et ceux qui mangeaient que de la viande, c'est-à-dire qu'en fait c'était par carence, comme ils n'avaient pas de fruits et légumes, ils dépérissaient beaucoup plus vite. Petite question pratique. Je veux aller à votre cabinet. Comment ça se passe une consultation chez vous? Là, on est dans le concret pour connaître un petit peu plus comment vous travaillez. C'est très simple. Ça dépend le jour et l'heure et quelle façon les gens elles vont se comporter et les saisons. S'il y a le froid et le chaud. Ah oui, d'accord. Tenez compte de ça aussi. Ah oui, bah oui. Et oui. Mais concrètement, par exemple, vous posez des questions psychologiques, quel âge, vous avez des maladies dans votre famille, ou qu'est-ce que vous mangez? Oui. Ah. Donc l'étude psychologique, enfin, l'écoute est importante alors. J'écoute les gamins et les mères. Ah oui, beaucoup d'écoute. Ce qu'on ne voit pas trop chez les Occidentaux. Non. C'est, vous avez quoi? Prenez tel antibiotique, voilà l'ordonnance, au revoir. Voilà. Ben, ça dépend des personnes. Et de toute façon, les médecins, les patients, elle vient me voir parce qu'elle me connaît. Ou bien elle est recommandée, de bouche à oreille. Oui, d'accord. Tu comprends? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Moi, j'ai connu le docteur Dubec, qui était celui qui a fermé les yeux de René Piquet, le grand médecin, et qui est celui qui a inventé la pince. Il était chirurgien maxillofacial, le docteur Dubec. C'est lui qui a inventé la pince. Et donc, lui me disait, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Donc, si vous voulez, il pestait un petit peu sur,
bon, tout de suite, on va faire une radio, machin, on verra plus tard. Alors qu'avant, il y avait beaucoup d'expérience, comme vous le faites, j'ai l'impression, des médecins de famille qui, quelle que soit l'heure, une petite parenthèse, docteur, ça vous est arrivé quand on vous appelle à 21h pour quelqu'un qui était malade Ouais, et vous vous dérangez je vais. et vous y allez, voilà. Donc c'est comme les médecins traditionnels dans le temps, avant que ce soit tout chimique ou avec les radios. Donc l'écoute des patients, la connaissance des familles, le bouche à oreille, donc on connaît le médecin connaît les gens. Et donc vous aviez donc cet esprit d'écouter beaucoup pour comprendre un petit peu tous les aspects. Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la médecine en général, au point de vue thérapeutique, qui doit être pluridisciplinaire, mais aussi, ce qui est très important, le diagnostic et l'analyse du patient. Ce n'est pas que les radios, ça peut être utile, c'est aussi l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu comment se passe justement l'examen du client chez vous? En arrivant, je lui pose la question. D'accord. Où est-ce que vous avez mal? Ouais. Elle va me dire un tel endroit. D'accord. Depuis quand? Ouais. À quel endroit? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ah tiens, Oui. ça on Qu'est-ce n'entend que pas tu as souvent. mangé aujourd'hui? Tiens, oui. Hier, chez McDo, ou chez qui tu as mangé? D'accord. Voilà. Et donc, partant de là, je vais lui poser la question. Je fais mon diagnostic à moitié. Et donc, tu te lèves le matin, tu fais combien pipi? Et je lui pose la question, comment tu dors? Ah oui. Tu te lèves la nuit ou pas? Ah ouais. Docteur, je fais pipi 3 fois par nuit. Ouais. Pourquoi? Ah ben parce que ça me brûle. Oh là. Voilà. Ça, c'est une autre partie. Il y a d'autres personnes, elles viennent me voir pour me dire qu'elle dort bien la nuit, mais elle a faim. Ah oui. Et ça c'est un indice. Ah oui, Ah bon? ah oui. Et il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont perturbés pendant le sommeil. D'accord. La La faim aussi. couverture, elle est par terre. Oui. Le froid et le chaud. Ah oui. Voilà. Je vous posais cette question parce que je vois que dans l'analyse clinique, enfin oui, je dirais analyse personnelle en cabinet, concrète, en fait, vous appliquez le côté pluridisciplinaire. Manger, boire, dormir, évacuer, avoir Oui. faim ou pas. Voilà. Et moi j'ai l'impression, alors pardon, je ne suis là pas pour juger, que c'est justement votre formation et puis le fait que depuis tout petit vous intéressiez aux gens qui vous fait que vous cherchez partout. À la différence, alors je ne jette pas la pierre, à la différence du médecin qui veut faire des ordonnances, qui encaisse, client suivant pour faire des sous, quoi. Voilà. Donc en fait, à l'origine, dans le moteur véritable, j'ai l'impression que chez vous, c'est le désir d'aider les autres. Là-dessus, pour analyser votre parcours, hein. Donc vous avez étudié un petit peu partout, et en Orient, en Occident, et puis vous avez pratiqué dans plusieurs pays, et ça vous donne votre analyse clinique. Et l'avantage, c'est que, à la différence du médecin actuel, qui a priori à certains outils techniques pour faire des radios, des IRM, etc. Donc le diagnostic, il n'est peut-être pas complet parce qu'il n'y a pas l'élément humain, mais il a quand même cet élément-là. Mais par contre, là où il est fracturé, c'est qu'on est, depuis 1945, dans le tout chimique, dans le tout antibiotique, alors qu'il y a des solutions pour ça. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. D'accord. Et je reviens justement, parce que tout ça c'est lié, quand vous étiez donc dans votre formation médicale en Russie, quelles étaient les matières que vous étudiez? Parce que moi, je me rappelle, en première année, on avait, en études de médecine, il y a l'anatomie, il y a la chimie, après, il y a l'internat, etc. Quelles matières vous étudiez, en gros? Les Russes, à l'époque où j'étais là-bas, les Russes, ils étaient pauvres dans le produit chimique. Ouais. S'il y a des produits, des médicaments, ils ne sont pas importés du monde occidental. D'accord. Ils sont fabriqués sur place, D'accord. russes. Oui. Et donc, elles sont pauvres dans ce domaine. Qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent
le médicament local. Pas obligé que ce soit médicament comme joli, Belle bien, boîte, belle couleur, le couleur, beaucoup de sucre. voilà. Et donc, les Russes, et quelquefois, eux-mêmes, ils vont aller à la pharmacie, ils achètent et ils s'en vont. Voilà. Il n'y a pas de médicaments comme ici, et il n'y en a pas d'aller voir le pharmacien et les rembourser, ou bédule, Voilà. tout ça, ça n'existe pas. Voilà. D'accord. Elles savent où se trouve la pharmacie, Doliprane, aspirine, caféine, Aspégique. aspégique, c'est l'aspirine. Et donc, c'est ça. Et tout va bien. Ouais. Et finalement, est-ce qu'on n'assiste pas quand même, dans ce cadre de cette pandémie, dans ce cadre des mouvements, alors il y a toujours à prendre et à laisser du bon et du mauvais partout, dans ces mouvements écologiques, ce retour à la terre, ce bio, etc., qui fait de plus en plus de culture agricole. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une ouverture, un nouveau monde qui s'ouvre pour terminer sur un plan d'espoir, avec des gens comme vous d'ailleurs? Votre analyse là-dessus, docteur, pour l'avenir? À mon avis, il faut ce que je te propose, mais le vrai problème, il y a la propagande qui vient de Big Pharma, de tous les Pfizer, tous les médicaments qui viennent du monde occidental. Le danger qui vient de là, parce que les plus grandes, si vous voulez savoir, les plus grandes investigations, elles sont investies dans le domaine des chimiques, dans le domaine des médicaments. Et si ce domaine-là, elle se casse, le monde occidental, elle casse la gueule. Voilà, tout simplement. C'est pas dans le domaine de nourriture et tout ça, non. Non, non. Elle est uniquement dans les médicaments. Surtout les Américains et les Anglais. Et Voilà, puisqu'on a vu que c'est en passe de devenir un des meilleurs moyens de faire du profit, parfois Voilà. peut-être plus que la drogue ou les ventes d'armes. voilà, D'accord. les drogues aussi. Les Américains, c'est grands vendeurs de drogue. Vous êtes au courant? Bien sûr, bien Bon. sûr. Moi, je suis ancien fonctionnaire des douanes, donc je connais tout ça, ce qui se passe en Afghanistan. Alors, dites-moi, docteur, je crois qu'on va conclure, mais peut-être vous ne serez pas content de ce que je vais vous dire. Nous avons eu une remarquable possibilité de communiquer avec ce grand médecin, et nous définirons ainsi, j'utilise le mot, moi j'ai le droit si je veux, hein, avec le professeur Al-Mosavi, fondateur de la médecine pluridisciplinaire. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir m'accueillir dans votre entourage. Tout le plaisir était pour nous, cher docteur.